Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. La CEDEAO déterminée à résoudre la crise en Gambie. L'organisation sous-régionale dépêche ce mercredi une mission en Gambie afin de convaincre le président Jammeh à respecter la Constitution. Le président Macky Sall, qui a participé au mini-sommet d'Abuja sur la situation politique dans ce pays, est de retour à Dakar. Ce mardi, la Cour suprême gambienne a renvoyé l'examen du recours de Yahya Jammeh en mai. Le point dans cette édition. Et puis, le président de la République a tenu 2 séances de travail ce mardi, l'une sur la relance des activités d'Air Sénégal et une autre sur l'exécution du projet Train Express régional. Le domaine industriel de Dakar serait-il devenu en danger pour l'environnement? Des questions de sécurité et de santé se posent sur ce site devenu le lieu de pratiques pas très conformes aux normes, des produits toxiques, des colonnes de fumée, des maisons construites à tout va. La Solida est envahie 40 ans après sa création. Quelle solution préconisée? C'est le dossier de cette édition. La rubrique au cœur de nos cultures nous amène ce soir dans l'estuaire du Sine Saloum à Soum, un village sérère chargé d'histoire, une société égalitaire qui a refusé toute domination extérieure. Bonsoir à tous. Le président Macky Sall est de retour à Dakar. Il est arrivé hier soir en provenance d'Abuja où se tenait le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique et sécuritaire en Gambie. L'organisation sous-régionale envoie demain une mission pour convaincre le président Yahya Jammeh, une mission à Banjul pour le convaincre de respecter la Constitution. Le président Macky Sall est donc de retour à Dakar hier soir après ce sommet extraordinaire sur la situation politique en Gambie. L'organisation sous-régionale, la CEDEAO, privilégie le dialogue mais reste déterminée justement à résoudre la situation politique dans ce pays. Aboubakry Kane. C'est une nouvelle page qui s'ouvre, la naissance d'une nouvelle compagnie aérienne dont sa phase pratique. Autour de la table du chef de l'État, des membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers. L'étude sur la mise en œuvre de Air Sénégal s'est faite en plusieurs phases, avec notamment la prise en charge du facteur économique qui débouche sur la création de richesses et d'emplois. Des retombées qui feront de Dakar un véritable hub aérien régional, surtout avec l'ouverture en décembre prochain de l'aéroport international Blaise Diagne. Cette compagnie sera également une belle vitrine pour le Sénégal sur le plan international. Un rôle d'ambassadeur, de porte-drapeau pour favoriser le tourisme et repositionner Air Sénégal sur le marché de l'aviation internationale. Par ailleurs, le plan de flotte recommandé épouse la vision du président Macky Sall de doter le Sénégal d'une compagnie haut de gamme capable de rivaliser avec les grandes compagnies. Entre A320, A332 et ATR 72, le choix du module obéit à des règles de qualité de service, d'efficacité, de sécurité et de rentabilité. À ce niveau, le président de la République fixe le cap et donne les grandes orientations de la mise en place de cette nouvelle compagnie. Le maître mot restera la rigueur et le sérieux qui doit entourer toutes nos prises de décision. Le lancement du Air Sénégal est prévu cette année. Le capital de la compagnie sera aussi ouvert aux Sénégalais qui souhaitent y souscrire. Et un système de partenariat est prévu avec des partenaires forts. L'idée est de se doter d'équipements neufs pour faire de Dakar un hub régional. Air Sénégal va donc démarrer ses activités, vous venez de l'entendre dans ce reportage de Pape Birame Ndiaye. Ce sera cette année. L'étude sur la mise en œuvre de la compagnie est dans une phase opérationnelle. L'idée est de faire de Dakar un hub économique qui favorise la création d'emplois et de richesses. Le chef de l'État, vous venez de le voir, a présidé aujourd'hui une séance de travail avec tous les acteurs concernés. Nous parlons du train express régional après le lancement du TR. Place à la phase pratique pour assurer une meilleure exécution du projet. Le président Macky Sall a tenu une séance de travail aujourd'hui avec les services concernés. Il s'agit de faire le suivi du projet qui constitue le reflet dans Sénégal sur la voie de l'émergence. Pape Birame Ndiaye. C'est le plus grand projet du Sénégal indépendant, le train express régional. Il mérite une attention toute particulière et le président de la République Macky Sall donne le ton.
Une première revue pour le suivi et l'évaluation des travaux entamés. À la date du 14 janvier 2019, on est bon parce qu'on a fait un rétro-planning. On a fait un rétro-planning qui fait qu'à 2 ans et 4 jours, les travaux vont démarrer. Les entreprises ont reçu pratiquement leur avance de démarrage et on sera au rendez-vous au 14 janvier 2019, Inch'Allah. Un projet qui doit être tenu dans la rigueur. Le chef de l'État est formel, résoudre les écueils et avancer. À ce niveau, les travaux préparatoires sont en cours sur le tracé du TER. Et Diamniadio constitue le point d'ancrage de la réalisation du projet. Un projet pas du tout cher payé, compte tenu des enjeux et du contexte. Aujourd'hui, il faut partir d'un fait. L'agglomération de Dakar, c'est 0,3% de la superficie, c'est 25% de la population du Sénégal, c'est 66% de l'activité économique. Avec les études de la Banque mondiale, l'agglomération de Dakar, avec les embouteillages, ça coûte à l'État 100 milliards par an. Ne pas faire le TER, c'est coûter à l'économie du Sénégal plus de 100 milliards par an à partir de maintenant. Donc, la solution à ce problème structurel, c'est une solution d'abord de réaménagement du territoire, c'est ce que le président a fait en faisant Diamniadio aujourd'hui, demain Lac Rose, après-demain probablement Tamba, et en y associant un transport de masse axé sur 2 projets structurants que sont le BRT et le TER. Le TER coûte 568 milliards jusqu'à Diamniadio, avec des taux concessionnels de 3% sur une durée à peu près de 25 ans. C'est des paiements annuels de 26 milliards. Comparer 26 milliards à 100 milliards, le coût de ne pas faire le TER. Je pense que c'est comme ça qu'il faudra voir le TER. Donc ce n'est pas trop payé pour réduire ce qui va nous coûter 100 milliards, plus que 100 milliards chaque année en termes de concession. Ce sera désormais ainsi tous les mois. Une séance de travail en guise de revue pour assurer le suivi. Et pour l'heure, le timing est respecté. Entre programmes d'accompagnement social pour la libération des emprises et passation des marchés pour les gares, la machine est lancée et cap sur l'horizon temporel du 14 janvier 2019 pour l'inauguration. Nous parlons de la situation en Gambie. Le président de la République est rentré hier à Dakar en provenance d'Abuja. Le chef de l'État participait au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation dans ce pays. L'organisation sous-régionale réaffirme sa détermination à résoudre la crise politique en Gambie, mais privilégie le dialogue et la concertation. Aboubakry Kane. À Abuja, le président de la République est venu prendre part au mini-sommet convoqué par le médiateur désigné de la CEDEAO sur la crise politique en Gambie. Une réunion extraordinaire pour aider ce pays de l'organisation sous-régionale à sortir de l'impasse post-électorale. À l'occasion, la CEDEAO a réaffirmé sa détermination à résoudre la crise conformément aux dispositions de la Constitution gambienne et à la volonté exprimée par le peuple. Non sans regretter la détérioration de la situation sécuritaire et des droits de l'homme. In particular, the closure of some of the radio stations and media houses. Nous avons noté ces derniers temps la fermeture de radios et des arrestations. And also the refugee situation. Un mouvement de réfugiés et de personnes déplacées. Une situation sécuritaire très tendue. Une importante mission qui pourrait être décisive sera ainsi dépêchée ce mercredi à Banjul pour y rencontrer le président Jammeh. Une mission de paix qui montre que la CEDEAO privilégie le dialogue et la concertation pour une sortie de crise pacifique. L'objet de cette mission est bien sûr de convaincre le président Jammeh de la nécessité de respecter la constitution gambienne. Une démarche conforme à la position du Sénégal, dont la priorité reste le peuple gambien qui a droit à la paix et à la sécurité.
Le souhait du président Sall étant de voir le président Jammeh revenir à la raison pour accepter le libre choix de son peuple et transférer pacifiquement le pouvoir au président élu le 19 janvier prochain. Faute de juge, le contentieux électoral en Gambie n'a pas été vidé ce mardi. L'audience renvoyée en mai 2017. Nous sommes à quelques jours de la date de passation des charges. C'est le 19 janvier que Yahya Jammeh doit céder le pouvoir à Adama Barrow. Face à cette situation, la CEDEAO dépêche demain une deuxième mission diplomatique à Banjul. Ousmane Garifay. Les 6 magistrats étrangers commis par le président gambien pour l'examen de son recours n'ont pas répondu à l'appel de l'homme fort de Banjul. Devant l'absence de cours, donc, l'audience prévue ce jour est renvoyée à mai 2017. Conséquence immédiate, le président sortant maintient son recours devant la Cour suprême, bloquant du coup le processus lié au contentieux électoral. Pour les deux cas, donc, la veille d'armes continue, le suspense perdure côté population. Mais jusqu'où pourrait-il aller? Va-t-il rester encore en poste pour 4 mois? Autant de questions que se pose aujourd'hui la communauté internationale. En tout état de cause, il faut dire que l'espoir de voir le président sortant se rendre à l'évidence s'amenuise de jour en jour. En une semaine, plus de 4 médias privés ont été fermés. Des arrestations signalées du côté de la société civile. Autant de signaux inquiétants qui font aujourd'hui craindre des dérives répressives dans les milieux proches de l'opposition et du président élu. Dans ce contexte de ni guerre ni paix, la CEDEAO dépêche demain pour la deuxième fois depuis le début de la crise une mission diplomatique sur Banjul. La présidente du Nigeria, par ailleurs présent en exercice de la CEDEAO, l'ancien du Ghana John Dramani Mahama et le Nigérian Muhammadu Buhari sont attendus demain à Banjul pour ce qui apparaît comme l'ultime tentative de médiation avant l'investiture d'Adama Barrow prévue le 19 janvier 2017. Le projet de réforme du Code des télécommunications est enclenché et il prendra en compte le volet des enclavements numériques des collectivités locales. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre Yahya Abdul Khan. Il faisait face aux députés qui ont voté à l'unanimité le projet de loi portant Code des télécommunications. Nafissatou Diouf. Je mets aux voix l'article 2. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? C'est à l'unanimité que les députés ont dit oui au nouveau projet de code des télécommunications. L'enjeu est de taille. Le secteur, pourvoyeur d'emplois, est aussi porteur de croissance économique. Seulement, il faut encadrer son développement et arrimer la législation aux mutations technologiques. Les députés ont notamment insisté sur la protection des données personnelles. Je rappelle qu'il y a des lois qui ont été adoptées en ce qui concerne aussi bien la protection des données personnelles, mais également le commerce électronique, puisqu'il y a la loi sur les transactions électroniques. Nous avons la loi sur la cybercriminalité, mais ces lois doivent faire l'objet, comme vous l'avez dit, d'adaptation. L'ouverture du marché aux autres opérateurs d'infrastructures, le lancement d'un appel d'offres pour les opérateurs mobiles virtuels, autant d'annonces faites par la tutelle qui confirment l'enclenchement de la stratégie Sénégal numérique. La stratégie Sénégal numérique a été adoptée et validée. Donc l'objectif visé à travers la mise en œuvre de cette stratégie, c'est le numérique partout et pour tous et pour tous les usages à l'horizon 2025. Pour davantage imprégner la représentation nationale sur les enjeux liés au secteur, Yahya Abdul Khan annonce la tenue prochaine d'un séminaire de partage sur les enjeux du secteur. Une initiative qui s'inscrit en droite ligne du projet Puma en son volet relatif à la couverture des zones transfrontalières. Les commissions administratives d'enrôlement pour la carte CEDEAO et les listes électorales poursuivent les opérations sur le terrain. Dans la commune de Toubatoul, plusieurs personnes sont inscrites à ce jour. La commission met les bouchées doubles pour atteindre ses objectifs. Mamadou Samambao. Toubatoul, à une dizaine de kilomètres au nord de Khombol, dans la région de Thiès. À l'hôtel de ville, une commission administrative siège depuis un mois. Sa cible, les populations des 96 villages de la commune. Du 9 décembre au 31 décembre, on a à peu près un cumul de 1185 inscrits. Sur les 1185, on peut vous dire qu'on n'a fait que pratiquement moins de 10 villages. On nous a aidé à répartir les villages en zones. Donc on a 5 zones, donc à partir de ces zones-là, on convoque les villages. Donc parfois on met 2 villages ensemble. Ce mardi, ce sont les villages de Douloul et Til qui sont programmés. L'affluence est au rendez-vous et s'explique selon les citoyens de ces villages par
Nous sommes des citoyens, nous participons à la vie politique et économique de nos contrées. Il nous faut donc cette pièce et le plus rapidement possible. C'est surtout pour les groupements que c'est important. Je pense au financement, il y a aussi les élections. Le dispositif connaît souvent quelques problèmes techniques. Mais pour le président de la commission, c'est la faible présence des jeunes qui inquiète. C'est la jeunesse maintenant qui reste là. Mais pour les vieux et le troisième âge, ça va bien. Oui, c'est vrai, parce que la période est propice à beaucoup d'activités. Il y a également l'école. Il faut planifier, par exemple, les dimanches pour eux. En attendant, les opérations se déroulent normalement à Toubatoul. Maires, chefs de village et autorités administratives combinent leurs efforts pour enrôler le maximum de citoyens. Sa vocation première semble être reléguée au second plan. Le domaine industriel de la Solidar est de plus en plus envahi par de nouvelles constructions. En plus, une situation qui amène des conséquences sur l'environnement. Certaines entreprises de la zone dégagent des produits toxiques. Face à une telle situation, d'importantes mesures sont préconisées par les autorités afin de permettre aux industriels de mieux rentabiliser leurs activités tout en intégrant les questions sanitaires et sécuritaires. C'est le dossier de cette édition avec Ibrahim Andanga. De loin, on découvre des colonnes de fumée, des amas de résidus, une topographie qui renseigne à suffisance sur la zone industrielle de la Solidar. Malgré ce décor atypique qui nécessite certaines mesures de sécurité, Solidar est envahi par des maisons. Le domaine industriel de Dakar est devenu, disons, un espace quand même où les populations cohabitent avec les industries. Et naturellement, comme c'est toujours le cas, il y a quand même des risques qui sont de plus en plus importants. La Solidar, d'abord, est là depuis très très longtemps, bien avant beaucoup de ses habitations. Précisément en juin 1976, date de sa création. Une cohabitation qui peut être à l'origine de conséquences désastreuses. Ici, nombreuses sont les entreprises qui manipulent des produits toxiques. Il y a des risques par rapport aux enfants qui sont là, qui jouent, qui ne peuvent pas se protéger par rapport aux aléas des produits toxiques, qui ne connaissent même pas ce qui se passe. Ils jouent dans les rues, ils sont un peu partout, ils ramassent des produits jetés dans la rue, ils peuvent jouer, ils peuvent même avaler ces produits-là, ça peut amener des complications. Des complications qui peuvent être évitées si seulement l'esprit qui a gouverné l'installation du domaine a été respecté. Aujourd'hui, la colonisation de la zone par des concessions est perceptible. La zone a été installée pour abriter seulement des entreprises. C'était au temps du président Abdou Diouf. Mais cette vocation semble être reléguée au second plan. Normalement, à l'heure de la descente, tout le monde doit rentrer. Maintenant, on voit des immeubles partout. Les immeubles, les voici et semblent dicter leurs lois dans un environnement hostile à leur installation. Et pourtant, des propriétaires s'en défendent. On n'a pas senti quelque chose d'anormal. Nous vivons bien ce cadre. Depuis le début, on nous a autorisé à avoir notre atelier et éventuellement mettre nos personnels là-dessus. Certains y habitent et on cohabite sans problème. Rien de quelque chose d'anormal, même si on habitait ailleurs et qu'on revenait travailler au niveau de la zone Sonabi. On n'a pas vu un cadre spécial. Nous touchons du bois, mais ça fait bientôt une trentaine d'années, on n'a pas vu de risque majeur. Alors, que faudrait-il faire pour prévenir les éventuels risques inhérents au voisinage avec la zone industrielle? Un tour à la direction de la protection civile nous a permis d'y voir plus clair. À Solidar, la vocation première, c'est quand même d'abriter des structures qui évoluent donc dans un cadre bien défini. Mais effectivement, on s'est rendu compte que depuis plusieurs années, il y a d'autres installations qui s'y sont donc greffées et ce qui rend quand même difficile
la mission de sécurité qui est donc exercée par les services compétents de l'État, notamment la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ce que nous faisons, et c'est notre devoir, c'est quand même d'apporter la bonne parole. Au-delà de cette bonne parole, des mesures durables sont aussi préconisées par les autorités. Nous sommes en train de travailler même sur un projet avec les entreprises qui sont à la Sodida pour soit les délocaliser, soit en tout cas leur permettre des extensions qui leur empêcheraient d'avoir en tout cas ce désordre que nous avons constaté. J'ai fait là-bas une visite surprise et j'ai remarqué peut-être que beaucoup de choses doivent être rectifiées et nous sommes en train de le faire de concert avec les industriels. Mais en attendant de trouver une solution à cette question, d'autres constructions continuent d'être érigées sur le site, aux grandes dames de la zone, qui risquent de disparaître. La rubrique au cœur de nos cultures, à présent, nous allons à la découverte des sites historiques de Soum, dans l'estuaire du Sine Saloum, le Baobab Gardiam, la mare de Dionik et la termitière de Sitor. Ces sites chargés d'histoire et de mysticisme symbolisent la trajectoire d'une société égalitaire et résistante à toute forme d'hégémonie. Fatou Diouf. Soum, ce village chargé d'histoire et de mythes, a été fondé par Mbapa Yungar Sarr. 10 siècles après, les populations ont décidé de revisiter les différents sites qui ont marqué la vie de leur terroir. Quand le fondateur du village de Soum est arrivé sur les lieux, c'est ici qu'il a installé sa famille. Mais avant d'arriver là, ils sont passés entre-temps par Dionnoir et par Bassar. Ils avaient besoin d'eau, ils n'en trouvaient pas. Et sous le baobab où ils étaient, alors il y avait un oiseau qui était dessus et qui s'est débarrassé de son eau, qui les a mouillés. Alors ils ont su que ça c'est un oiseau qui aime les eaux douces, donc il fallait chercher cet oiseau et le poursuivre jusqu'à arriver donc à un lieu où ils vont trouver cette eau-là. Voici la mare de Ndionik. En cette période, elle est à sec. Tout roi du Saloum devait y effectuer un bain rituel avant son intronisation. Mais les limites du royaume lui imposaient de contourner le village de Soum. Les hommes de pouvoir ne mettaient jamais leurs pieds à Soum, pas du tout. Alors, et à Soum, il y avait une société égalitaire. Tout le monde pouvait diriger, être chef de village. Il n'y avait pas de griot. Il y avait certes des batteurs de tambour, mais il n'y avait pas de griot. Il y avait des boisseliers, mais pas des laobés comme on les appelle. Alors cela fait qu'on a un problème de gouvernance, parce que les gens sont libres. De sorte que, même s'il y a un chef de village, ils peuvent le destituer en cas de problème. À Soum, il n'y a pas de caste. C'est une société égalitaire qui a refusé toute domination extérieure. C'est sur cette termitière que sont tombés Sitondour et son compagnon Songandiba. Ils se sont battus aux côtés du résistant Maba Diakhouba pour la cause de l'islam. Nous sommes en 1859. Ces individus venaient de Djilor, la capitale de la province de Dionik. Alors, et c'était sous les ordres du roi de Saloum. Parce que tout simplement, un habitant de Soum était parti à Dionnoir vendre de la cola. Arrivé là-bas, il a rencontré des disciples de Maba qui l'ont convaincu et il s'est converti à l'islam. Alors, quand il est revenu à Soum, ceux qui l'ont converti sont venus le trouver ici à Soum. Alors les gens du Saloum ont dit que les habitants de Soum les ont trahis et ils méritaient d'être punis. Et ils ont envoyé une expédition punitive qui est venue incendier, saccager, tuer les populations du village de Soum. Au moment de l'attaque maintenant, Sitor, accompagné d'un certain Songandiba, avait dit qu'il n'allait pas fuir. Il préfère mourir plutôt que de fuir. Il a rempli son pantalon de sable pour faire face à l'ennemi. Il s'est battu ici jusqu'à la mort. Termitière ou tombeau, des recherches archéologiques vont permettre de confirmer s'ils ont été enterrés sur ce site ou pas. Dans un contexte de guerre où la population a fui, où le village est incendié, la tombe sérère qui consistait à mettre le toit, ou bien la chaume de la case du défunt ici et puis enterrer tout,
je pense que le contexte ne s'y prêtait pas. Mais ce sont des études qu'il faut faire pour essayer de confirmer ou d'infirmer ces dires. Mais de toute façon, il est mort ici. Bak Ngardiam, ou le baobab du retour de la paix. C'était aussi à l'époque de la guerre sainte, engagée par Maba Diakhouba. En ce moment, le village est resté 30 ans sans aucune cérémonie de rite initiatique. Les habitants du village de Soum s'étaient réfugiés à Baout. Ils ont fait une trentaine d'années. Alors pendant toute cette période, il n'y avait plus d'initiation. Les gens sont restés pendant une trentaine d'années sans le faire. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait des troubles, il y avait l'instabilité, il n'y avait pas la paix. Donc ce baobab symbolise l'importance de la paix dans la vie. Mbele Nyonyik, Lot Sitor ou encore Bak Ngardiam, ces sites sont entourés de mythes et de mystères sacrés. Les habitants s'y recueillent et prient pour un bon hivernage et la protection du village. Après la rubrique au cœur de nos cultures, nous parlons du procès en appel d'Hissène Habré ce mardi donc. Les avocats des parties civiles ont pris la parole au palais de justice de Dakar pour la deuxième journée de ce procès en appel d'Hissène Habré. Le dédommagement des victimes et la reconnaissance des parties civiles ont été au centre des réquisitions. C'est une femme. Deuxième jour du procès en appel de Hissène Habré. À la suite de la défense qui a pris la parole hier, les parties civiles ont à leur tour déroulé leur réquisitoire. Leur moyen d'appel repose essentiellement sur l'identification des parties civiles. Parties civiles ou victimes, un problème de sémantique qui s'est posé. Moi personnellement, je pense qu'il y a des confusions dans les notions. Il faut absolument que nous fassions le départ entre partie civile, victime, témoin. Je précise une chose. Devant les chambres extraordinaires, la partie civile ou la victime, comme vous voulez l'appeler, est une partie à part entière du procès, à égalité avec les autres parties. Les parties civiles ont demandé la mise en place d'une administration en charge du fonds destiné aux réparations des préjudices. Elles ont également demandé à la Chambre de revoir ce qu'elles appellent une erreur de justice sur la réparation des préjudices concernant les victimes directes et les victimes indirectes. Qu'est-ce qui dit que la veuve dont on a enlevé le mari en sa présence et qui n'a jamais revu son mari a subi moins de préjudice que la victime qui a été torturée? Je crois que toutes les victimes se valent. Et ces traitements inégalitaires qui consistent à faire de la veuve, la victime indirecte, ou de l'orphelin, une petite victime avec un petit montant, sans motivation. Cette erreur de droit entraîne une absence de motivation. Les avocats des victimes souhaiteraient être édifiés sur le montant de la réparation des préjudices. La Chambre n'a pas expliqué dans son jugement quelle était la responsabilité globale de M. Hissène Habré. Combien est-ce qu'il doit? Quel est le montant global à sa charge? La Chambre n'a pas expliqué quelles sont les ressources qui permettront concrètement le paiement des réparations. En tout état de cause, ils affirment qu'il y a des erreurs de fait, des erreurs de droit et une ambiguïté de la décision. Une séance moins houleuse que la précédente. Les travaux reprendront demain à 9h. Aux États-Unis, Barack Obama prononcera ce soir son dernier discours en tant que président. Une sortie très attendue qui lui permettra de revenir sur le bilan de ses 2 mandats passés à la tête de la première puissance mondiale. Pour les spécialistes, les résultats de sa présidence sont loin d'être reluisants. René Massiga-Diouf. Les États-Unis ferment progressivement 8 années de présidence Obama avec un discours considéré comme l'un des derniers. Quel a été le signe particulier de cette page de l'histoire américaine attendue de longue date? Pour certains, les 2 mandats d'Obama ont donné des résultats incontestablement mitigés. Si vous mettez sur la balance ce qu'il a fait et ce que les gens attendaient, il y a peut-être une sorte de... peut-être pas quelque chose qui se rapproche de la désillusion. Mais je crois qu'on n'a pas raison de se sentir désillusionné par rapport à Obama.
En politique intérieure, les résultats de la présidence d'Obama n'ont pas été totalement négatifs. L'économie a connu des bonds remarquables. Le taux de chômage est passé de 10 à 4,6%. Les progrès sociaux l'ont été moins. De manière générale, l'Amérique a enregistré une meilleure santé. L'Obamacare, programme phare de ces deux mandats, a souffert des contradictions politiques internes. Obamacare, ce qui signifie, c'est une politique qui consistait à imposer à chaque Américain de s'assurer, avoir une assurance maladie, ce qui permettait en tout cas de niveler, si vous voulez, le pouvoir, je ne pourrais pas dire le pouvoir d'achat, mais la possibilité pour les Américains d'accéder à des soins de santé. Obamacare, on a beau parler de sa dimension échec, mais Obamacare a permis à 20 millions d'Américains de pouvoir tous les jours se réveiller et dire je vais à l'hôpital parce que j'ai une assurance maladie et je peux me soigner. Nous sommes en train de parler d'une population qui est pratiquement le double du Sénégal puisque nous sommes 14 millions, là-bas il y a 20 millions. On a voulu un tout petit peu régulariser la situation des immigrants qui étaient en situation contraire à la loi. Donc cette politique-là également, il s'est heurté à cette politique. Et ce qui est le plus curieux, c'est que c'est même dans son camp politique, je veux dire qu'au niveau du Sénat, il s'est heurté même justement à la résistance des sénateurs démocrates. L'économie automobile à Détroit était à genoux. On se rappelle aussi que le système à Wall Street était à genoux. On se rappelle aussi que le chômage était à 7,9%. Maintenant, il a ramené le chômage à 4,8 ou 9% et c'est en train de descendre de plus en plus. La politique étrangère des États-Unis a connu de longues périodes de souffrance dans certains dossiers comme l'Irak, l'Afghanistan ou la Syrie. Dans ce dernier pays, Bachar al-Assad a délibérément franchi la ligne rouge tracée par Obama. Au final, c'est surtout la Russie de Poutine qui a ravi la vedette au président américain et ses alliés occidentaux. Les Russes, en certain moment donné, ont croisé les bras. Ils ont laissé l'Alliance occidentale, en tout cas, appliquer sa politique, je vais l'appeler comme ça, expansionniste, et pour créer ce qu'ils ont fait. En certain moment donné, les Russes se sont rebellés. Ils ont dit, pour le cas particulier de la Syrie, nous allons montrer également que nous sommes une pièce maîtresse. Obama n'est pas un faucon. Il faut qu'on se rende à l'évidence. Obama, ce n'est pas un Bush, ni Bush fils, ni Bush père. Vous savez, cette agressivité militaire que vous aviez avec Bush père, cette agressivité militaire que vous aviez aussi avec Bush fils, ce n'est pas Obama. C'est peut-être son talon d'Achille, mais je crois que Obama peut-être était trop intellectuel pour pouvoir envisager, régler les problèmes des États-Unis avec le sang qui coule avec la guerre. Il a créé un dégel dans ses rapports avec Cuba. Aujourd'hui, on n'est pas allé jusqu'au point de vue institutionnel, rétablir des relations diplomatiques avec Cuba, mais quand même, il faut le reconnaître, c'est une avancée. Maintenant, du point de vue de sa politique étrangère de façon globale, il faut se dire également, c'est toujours les lobbies américains qui font le jeu et que la trame des relations internationales. Après 8 années passées à la Maison-Blanche, Obama a tout de même fait l'unanimité sur son humanité. Sa marque restera indélébile en tant que premier président noir des États-Unis. Il est parti à la fleur de l'âge. Abdoulaye Mbaye nous a quittés à 35 ans. Il a été inhumé cet après-midi à Dakar. La nouvelle est tombée hier et plusieurs personnes ont tenu à l'accompagner à sa dernière demeure. Il aura vécu à peine 35 ans, mais Abdoulaye Mbaye a marqué le Sénégal. Le chanteur tire sa révérence lundi alors qu'il était en studio pour préparer un autre album pour les mélomanes. Son décès, sa famille l'a appris à travers les médias. J'ai appelé ma mère pour lui demander si elle avait des nouvelles de Ablaye. Elle m'a assuré qu'elle allait l'appeler. Aussitôt après, j'ai allumé la télévision et il y avait ses chansons. C'est comme ça qu'on a appris son décès. Chouchou de Youssou Ndour, dont il a longtemps assuré les chœurs, Abdoulaye Mbaye sort son premier album en 1994. Il en aura au total 5. L'artiste avait donc fini de gagner son handicap visuel. Il était d'ailleurs cité parmi les plus belles voix du Sénégal. Il avait beaucoup de talent et très intéressé par le développement de la musique. Et on a vu toute la variété qu'il y a eu autour de ces albums. Chaque fois, l'album était différent. Il a fait des expériences bien avant les gens. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il a joué sa partition et sa partition reste avec nous. Il faut qu'on veille à ce que ce qu'il nous a laissé reste une référence, surtout pour les plus jeunes. Mosquée de Fass, il est 15h. Parents, amis, producteurs et musiciens, ils ont tous tenu à être là pour accompagner Abdoulaye Mbaye jusqu'à sa dernière demeure. Abdoulaye quand même a su s'imposer dans les milieux.
Ablaye était un handicapé, un aveugle, un handicapé, si je peux l'appeler comme ça. Et il a su marquer de son empreinte, en tout cas sa participation dans le domaine culturel. Aujourd'hui, si tu vois tout ce monde présent aujourd'hui pour l'accompagner à sa dernière demeure, ça prouve quelque part qu'il a eu à faire un travail exceptionnel. Ablaye Mbaye était très attaché à sa mère, à qui il a dédié une chanson très prisée par les Sénégalais. Il me respectait énormément et subvenait à tous mes besoins et à ceux de son père aussi. Il ne m'a jamais fait souffrir. Ma seule souffrance, c'est de l'avoir perdu si tôt. L'annonce de son décès a donc bouleversé tout le monde. L'artiste, qui a obtenu un disque d'or grâce à un duo avec Kerry James, a réalisé des featuring avec des musiciens comme Isis Lapointe. C'est donc un sentiment de gratitude dont il était le chantre qui doit animer tout le monde selon sa famille, car Abdoulaye Mbaye se plaisait à remercier Dieu en dépit de tout. Qu'il repose en paix. Dans le round-up de l'actualité internationale, l'Iran a rendu hommage à son ancien président Akbar Rafsanjani, décédé dimanche en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan a été nommé vice-président. Cher Traoré. Fin du suspense en Côte d'Ivoire, c'est Daniel Kablan-Duncan qui a eu la confiance du président Alassane Ouattara pour le poste de vice-président. Ce nouveau poste a été créé par la Constitution promulguée en novembre. Il sera remplacé au poste de Premier ministre par Amadou Gon Coulibaly. L'ex-secrétaire général de la présidence ivoirienne a été nommé ce mardi. Guillaume Soro reste président de l'Assemblée nationale. Il a été largement réélu pour un second mandat à la tête de l'institution. Ils étaient des milliers d'Iraniens à l'université de Téhéran pour l'ultime hommage à Ali Akbar Hachemi Rafsanjani. L'ancien président de l'Iran est décédé dimanche suite à un malaise cardiaque à l'âge de 82 ans. De nombreux responsables iraniens, dont le président Hassan Rouhani, ont participé aux obsèques. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a dirigé la prière mortuaire. Rafsanjani a été enterré au mausolée de l'imam Khomeini, le fondateur de la République islamique d'Iran. Sport, dernière séance d'entraînement des Lions cet après-midi en direction du match amical contre les Diables Rouges du Congo. Match prévu ce mercredi à partir de 14h30 GMT. À ce dernier galop, tout le groupe était au complet. Aliou Cissé compte récupérer les joueurs mis au repos pour la rencontre Congo-Sénégal. Il est au micro de Koumbadi Khatemar. Oui, effectivement, un autre match, une autre réalité, une autre identité de jeu. On a joué la Libye qui avait sa propre identité. Là, on va jouer une autre équipe qui est le Congo-Brazzaville. Nous espérons en tout cas avoir une bonne opposition. Je pense que ça sera le cas. Donc nous le préparerons. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est le dernier match. Et après là, le stage à Brazza sera fini et direction pour le Gabon. Alors par rapport à la préparation, on vous a vu beaucoup mettre l'accent sur le travail physique, l'équilibre, mais aussi le jeu avec le ballon. Oui, c'est important. Il faut rallier les deux. C'est vrai que sur la première semaine, il était important de travailler, de faire une rappel, si vous voulez, sur le plan physique, parce que beaucoup de nos joueurs ont été arrêtés pratiquement plus de 2 semaines à cause de cette trêve hivernale. Exactement. Donc même pas le Boxing Day, parce que le Boxing Day c'est autre chose. Eux, ils ont pu jouer, mais il y avait des garçons, par exemple, qui jouent en Italie, en France, en Espagne, ils ont été en trêve, et puis cette trêve-là a été très longue. Donc c'était important pour nous, si vous voulez, de les remettre en jambes. C'est ce qui a fait que durant toute la première semaine, on a beaucoup travaillé athlétiquement, mais maintenant, sur la semaine qui va aller vers la Tunisie, on sera plutôt sur un travail d'affûtage, donc pour mieux démarrer la CAN. C'est dans cette logique-là que nous sommes. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs qui évoluent dans la première ligue, c'était important quand même de les laisser respirer. Ils avaient joué pratiquement 3-4 matchs, je crois, en 10 jours, donc c'était trop. Donc c'était l'occasion, c'est vrai, contre la Libye de les reposer, mais surtout de donner la possibilité à d'autres garçons de pouvoir s'exprimer. Ça a été le cas. C'est vrai que demain, avec le match contre le Congo-Brazza, on ramènera quelques
quelques-uns de ces jours-là parce que c'est important aussi qu'il retrouve du rythme et qu'il puisse être prêt aussi. Je pense que c'est une équipe quand même qui est encore dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, donc qui a quelques individualités et je pense que ça c'est bon pour notre match de préparation. Donc c'est dans cet objectif nous sommes, qu'on ait une bonne opposition pour mieux préparer le match contre la Libye. La CAN 2017 s'ouvre samedi à Libreville au Gabon. Le compte à rebours se poursuit sur la RTS, détentrice des droits de diffusion au Sénégal. Ce soir, dans la série de présentation des équipes, Sarah Louya nous parle du Ghana à jour J-4. Voici Chronocan. Bonsoir Ibrahim Adjedjou, bonsoir à tous. Plus que 4 jours avant le démarrage de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. C'est le plus grand rendez-vous sportif du continent. 4 villes vont accueillir cette compétition. Libreville, Franceville, Oyem et Port-Gentil. Place maintenant au groupe D qui réunira à Port-Gentil 4 autres nations. L'Égypte, l'équipe la plus titrée, 7 Coupes d'Afrique. L'Ouganda, mais aussi le Ghana, quadruple champion d'Afrique, et le Mali. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des Black Stars du Ghana, les Étoiles Noires. Le Ghana s'étend sur une superficie d'environ 238 540 km². Sa population est estimée à environ 27 millions d'habitants. La devise du pays est Freedom and Justice, liberté et justice. Allons maintenant à la découverte de la Fédération ghanéenne de football et du palmarès des Black Stars. La fédération a été créée en 1957. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1958 et est membre de la CAF depuis la même date. Le Ghana a participé 3 fois à la Coupe du Monde. En 2010, l'équipe a réussi à atteindre les quarts de finale. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana enregistre 18 participations. 4 fois, elle a soulevé le trophée continental. En 1963, en 1965, en 78 et en 82. L'équipe des Black Stars a déjà été 5 fois vice-championne d'Afrique. Parmi les joueurs qui ont marqué cette sélection des Black Stars, Abedi Pelé, 3 fois Ballon d'Or. Aujourd'hui, c'est son fils André Ayou qui reprend la relève. Voici maintenant son portrait. Il est signé Thierno Diallo. Pièce maîtresse du jeu des Black Stars, André Ayou va porter une nouvelle fois au Gabon sa sélection nationale. Le milieu offensif des Ghanéens a été l'un des artisans de la qualification du Ghana à cette Coupe d'Afrique des Nations de football 2017. Depuis 2007, le fils de la légendaire star Abedi Pelé a disputé 71 rencontres et a inscrit 24 buts. Avec les Black Stars, lors de la dernière CAN, André Ayou a marqué 3 buts face au Sénégal, l'Afrique du Sud et la Guinée équatoriale. Ancien goléador des moins de 20 ans, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations Juniors en 2009 et la Coupe du Monde U20 en battant le Brésil en finale. Can Raphael save? It is 1-1. André Ayou retrouvera ainsi la sélection senior sous Claude Leroy, auréolé d'un talent hors pair, avec l'une des icônes, Asamoah Gyan. Il est finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations de football à 2 reprises, en 2010 face à l'Égypte et en 2015 contre la Côte d'Ivoire. Frère aîné de Jordan Ayou, le numéro 10 des Black Stars a fait sa formation à l'Olympique de Marseille avant de prendre la direction de l'Angleterre où il va signer à Swansea City. En août 2016, il s'engage avec West Ham pour 4 saisons. Au chapitre de ses distinctions individuelles, il hérite le titre de meilleur espoir de la Coupe du Monde 2010, meilleur buteur de la CAN 2015. Il remporte la même année le prix Marc-Vivien Foé, meilleur joueur africain de Ligue 1. André Ayou sera sans doute cette année l'une des attractions de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le sélectionneur de cette équipe du Ghana est le technicien israélien Avram Grant. Il a décidé de mettre un terme à son travail avec l'équipe nationale du Ghana après cette CAN Gabon 2017. Voilà ce qu'il fallait retenir pour le Ghana, les Ghanéens qui restent de sérieux prétendants au titre cette année également. Demain, je vous retrouve pour vous présenter l'Égypte, 7 fois championne d'Afrique. C'est l'équipe la
plus titrés. N'oubliez pas que vous pouvez suivre en intégralité, en direct et en exclusivité tous les matchs de cette compétition sur les antennes de la télévision nationale. À demain. Merci Sarah Lua pour Chronocan. Et puis cette décision de la FIFA de porter à 48 le nombre d'équipes qui vont participer à la Coupe du Monde au lieu de 32, mesure qui va entrer en vigueur en 2026, d'ici 10 ans donc. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Nous avons noté ces derniers temps la fermeture de radios et des arrestations. Un mouvement de réfugiés et de personnes déplacées. Une situation sécuritaire très tendue. Une importante mission qui pourrait être décisive sera ainsi dépêchée ce mercredi à Banjul pour y rencontrer le président Jammeh. Une mission de paix qui montre que la CEDEAO privilégie le dialogue et la concertation pour une sortie de crise pacifique. L'objet de cette mission est bien sûr de convaincre le président Jammeh de la nécessité de respecter la constitution gambienne. Une démarche conforme à la position du Sénégal, dont la priorité reste le peuple gambien qui a droit à la paix et à la sécurité. Le souhait du président Sall étant de voir le président Jammeh revenir à la raison pour accepter le libre choix de son peuple et transférer pacifiquement le pouvoir au président élu le 19 janvier prochain. Faute de juge, le contentieux électoral en Gambie n'a pas été vidé ce mardi. L'audience renvoyée en mai 2017. Nous sommes à quelques jours de la date de passation des charges. C'est le 19 janvier que Yahya Jammeh doit céder le pouvoir à Adama Barrow. Face à cette situation, la CEDEAO dépêche demain une deuxième mission diplomatique à Banjul. Ousmane Garifay. Les 6 magistrats étrangers commis par le président gambien pour l'examen de son recours n'ont pas répondu à l'appel de l'homme fort de Banjul. Devant l'absence de cours, donc, l'audience prévue ce jour est renvoyée à mai 2017. Conséquence immédiate, le président sortant maintient son recours devant la Cour suprême, bloquant du coup le processus lié au contentieux électoral. Pour les deux cas, donc, la veille d'armes continue, le suspense perdure côté population. Mais jusqu'où pourrait-il aller? Va-t-il rester encore en poste pour 4 mois? Autant de questions que se pose aujourd'hui la communauté internationale. En tout état de cause, il faut dire que l'espoir de voir le président sortant se rendre à l'évidence s'amenuise de jour en jour. En une semaine, le lancement du TR, place à la phase pratique pour assurer une meilleure exécution du projet. Le président Macky Sall a tenu une séance de travail aujourd'hui avec les services concernés. Il s'agit de faire le suivi du projet qui constitue le reflet dans Sénégal sur la voie de l'émergence. Pabiram Begagnaï. C'est le plus grand projet du Sénégal indépendant, le train express régional. Il mérite une attention toute particulière et le président de la République Macky Sall le donne le ton. Une première revue pour le suivi et l'évaluation des travaux entamés. À la date du 14 janvier 2019, on est bon parce qu'on a fait un rétro-planning. On a fait un rétro-planning qui fait qu'à 2 ans et 4 jours, les travaux vont démarrer. Les entreprises ont reçu pratiquement leur avance de démarrage et on sera au rendez-vous au 14 janvier 2019, Inch'Allah. Un projet qui doit être tenu dans la rigueur. Le chef de l'État est formel, résoudre les écueils et avancer. À ce niveau, les travaux préparatoires sont en cours sur le tracé du TER. Et Diamniadio constitue le point d'ancrage de la réalisation du projet. Un projet pas du tout cher payé, compte tenu des enjeux et du contexte. Aujourd'hui, il faut partir d'un fait. L'agglomération de Dakar, c'est 0,3% de la superficie, c'est 25% de la population du Sénégal, c'est 66% de l'activité économique. Avec les études de la Banque mondiale, l'agglomération de Dakar, avec les embouteillages, ça coûte à l'État 100 milliards par an.
ne pas faire le TER, c'est coûter à l'économie du Sénégal plus de 100 milliards par an à partir de maintenant. Donc la solution à ce problème structurel, c'est une solution d'abord de réaménagement du territoire, c'est ce que le président a fait en faisant Diamniadio aujourd'hui, demain Lac Rose, après-demain probablement Tamba, et en y associant un transport de masse. Un transport de masse axé sur 2 projets structurants que sont le BRT et le TER. Le TER coûte 568 milliards jusqu'à Diamniadio, avec des taux concessionnels de 3% sur une durée à peu près de 25 ans. C'est des paiements annuels de 26 milliards. Comparer 26 milliards à 100 milliards, le coût de ne pas faire le TER. Je pense que c'est comme ça qu'il faudra voir le TER. Donc ce n'est pas trop payé pour réduire ce qui va nous coûter 100 milliards, plus que 100 milliards chaque année en termes de concession. Ce sera désormais ainsi tous les mois. Une séance de travail en guise de revue pour assurer le suivi. Et pour l'heure, le timing est respecté. Entre programmes d'accompagnement social pour la libération des emprises et passation des marchés pour les gares, la machine est lancée et cap sur l'horizon temporel du 14 janvier 2019 pour l'inauguration. Nous parlons de la situation en Gambie. Le président de la République est rentré hier à Dakar en provenance d'Abuja. Le chef de l'État participait au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation dans ce pays. L'organisation sous-régionale réaffirme sa détermination à résoudre la crise politique en Gambie, mais privilégie le dialogue et la concertation. Aboubakry Kane. À Abuja, le président de la République est venu prendre part au mini-sommet convoqué par le médiateur désigné de la CEDEAO sur la crise politique en Gambie. Une réunion extraordinaire pour aider ce pays de l'organisation sous-régionale à sortir de l'impasse post-électorale. À l'occasion, la CEDEAO a réaffirmé sa détermination à résoudre la crise conformément aux dispositions de la Constitution gambienne et à la volonté exprimée par le peuple. Non sans regretter la détérioration de la situation sécuritaire et des droits de l'homme. In particular, the closure of some of the radio stations. À résoudre la situation politique dans ce pays. Aboubakry Kane. C'est une nouvelle page qui s'ouvre, la naissance d'une nouvelle compagnie aérienne dont sa phase pratique. Autour de la table du chef de l'État, des membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers. L'étude sur la mise en œuvre de Air Sénégal s'est faite en plusieurs phases, avec notamment la prise en charge du facteur économique qui débouche sur la création de richesses et d'emplois. Des retombées qui feront de Dakar un véritable hub aérien régional, surtout avec l'ouverture en décembre prochain de l'aéroport international Blaise Diagne. Cette compagnie sera également une belle vitrine pour le Sénégal sur le plan international. Un rôle d'ambassadeur, de porte-drapeau pour favoriser le tourisme et repositionner Air Sénégal sur le marché de l'aviation internationale. Par ailleurs, le plan de flotte recommandé épouse la vision du président Macky Sall de doter le Sénégal d'une compagnie haut de gamme capable de rivaliser avec les grandes compagnies. Entre A320, A332 et ATR 72, le choix du module obéit à des règles de qualité de service, d'efficacité, de sécurité et de rentabilité. À ce niveau, le président de la République fixe le cap et donne les grandes orientations de la mise en place de cette nouvelle compagnie. Le maître mot restera la rigueur et le sérieux qui doit entourer toutes nos prises de décision. Le lancement de Air Sénégal est prévu cette année. Le capital de la compagnie sera aussi ouvert aux Sénégalais qui souhaitent y souscrire et un système de partenariat est prévu avec des partenaires forts. L'idée est de se doter d'équipements neufs pour faire de Dakar un hub régional. Air Sénégal va donc démarrer ses activités, vous venez de l'entendre dans ce reportage de Pape Biram Ndiaye. Ce sera cette année. L'étude sur la mise en œuvre de la compagnie est dans une phase opérationnelle. L'idée est de faire de Dakar un hub économique qui favorise la création d'emplois et de richesses. Le chef de l'État, vous venez de le voir, a présidé aujourd'hui une séance de travail avec tous les acteurs concernés. Nous parlons du train express régional après.
et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. La CEDEAO déterminée à résoudre la crise en Gambie. L'organisation sous-régionale dépêche ce mercredi une mission en Gambie afin de convaincre le président Jammeh à respecter la Constitution. Le président Macky Sall, qui a participé au mini-sommet d'Abuja sur la situation politique dans ce pays, est de retour à Dakar. Ce mardi, la Cour suprême gambienne a renvoyé l'examen du recours de Yahya Jammeh en mai. Le point dans cette édition. Et puis, le président de la République a tenu 2 séances de travail ce mardi, l'une sur la relance des activités d'Air Sénégal et une autre sur l'exécution du projet Train Express régional. Le domaine industriel de Dakar serait-il devenu en danger pour l'environnement? Des questions de sécurité et de santé se posent sur ce site devenu le lieu de pratiques pas très conformes aux normes, des produits toxiques, des colonnes de fumée, des maisons construites à tout va. La Solida est envahie 40 ans après sa création. Quelle solution préconisée? C'est le dossier de cette édition. La rubrique au cœur de nos cultures nous amène ce soir dans l'estuaire du Sine Saloum à Soum, un village sérère chargé d'histoire, une société égalitaire qui a refusé toute domination extérieure. Bonsoir à tous. Le président Macky Sall est de retour à Dakar. Il est arrivé hier soir en provenance d'Abuja où se tenait le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique et sécuritaire en Gambie. L'organisation sous-régionale envoie demain une mission pour convaincre le président Yahya Jammeh, une mission à Banjul pour le convaincre de respecter la Constitution. Le président Macky Sall est donc de retour à Dakar hier soir après ce sommet extraordinaire sur la situation politique en Gambie. L'organisation sous-régionale, la CEDEAO, privilégie le dialogue mais reste déterminée justement